Ce balado est un contenu publicitaire payé par la famille du lait. Silence! Ordre dans ma cour! Laissez-moi vous soulager, ce sera pas sérieux comme ça tout le long. Je m'appelle Marie-Soleil Dion, je suis comédienne, blonde, mère et pour les 4 prochains épisodes du présent balado, juge de mon procès maison. Non, vous êtes accusé de rien. Au contraire, j'ai besoin de vous comme jury. Vous êtes conviés en tant que jury pour distinguer le lait du faux. Madame, monsieur, le président de la Cour suprême sollicite immédiatement votre présence. Puisque vous recevez... Bon, je vous entends, là. Un procès parce qu'un verre de lait conteste son ticket de vitesse, une pinte de 3,25 se prend pour de la crème. Loin de là. Je m'explique. Même si en tant qu'adulte aux os semi-solides, j'en bois beaucoup moins qu'avant, j'ai l'impression que le lait a perdu de son lustre. D'un côté, on s'est toujours fait dire que c'est une boisson naturelle, bonne pour la santé, mais de l'autre, on l'accuse d'être gras, modifié, polluant. Le lait est dans une zone grise. Après avoir presque entièrement rayé la consommation de produits laitiers dans ma vingtaine, j'y ai plus récemment repris goût il y a 5 ans depuis ma grossesse. J'en donne aussi à ma progéniture, la chose la plus précieuse que je possède depuis ma ceinture blanche de karaté. Pourtant, les amis sur mon groupe Facebook de maman, je vais vous en reparler de ce groupe-là, me disent que je devrais privilégier les boissons alternatives pour mon enfant. Je devrais-tu me sentir coupable d'avoir beaucoup aimé ça, le lait, d'aimer ça? Il existe combien de boissons alternatives? Je les ai toutes essayées. Je me serais-tu posé ces questions-là il y a 20 ans? Est-ce que je suis pleine de préjugés laitiers? Est-ce que mon fils boit directement dans la pinte quand je suis pas là? Je devrais-tu m'inquiéter? Le lait. Est-ce que j'ai soif de vérité? Hein? C'est drôle, ça. Le lait, soif de vérité. Bravo, Marie. À l'aide d'experts de témoignages révélateurs et de vérités surprenantes, nous disposons de 4 séances pour distinguer le lait du faux. Je vous invite à juger par vous-même. Séance 1. De nos jours, la désinformation est partout. C'est vrai, on entend parler de ça à chaque coin de rue, à chaque scroll. J'ai l'impression qu'on sait pas précisément c'est quoi, mais que c'est à la mode. Un peu comme le pilates, le yuzu ou la cuisson sous vide. Et probablement, comme vous tous, j'ai entendu 1 million de choses à propos des produits laitiers dans les dernières années. Des choses choquantes qui, je soupçonne, sont nées de oui-dire pour ensuite aller flirter avec la désinformation. Mais ces infos-là, le genre de contenu super choquant qu'on entend par exemple dans des documentaires ou bien dans des commentaires de gens vraiment fâchés sur les réseaux sociaux, comment on les vérifie? Comment on fait pour savoir si c'est vrai? Aujourd'hui, sont appelés à la barre des gens qui vont nous aider à juger par nous-mêmes de l'enjeu suivant. Est-ce que la désinformation s'est invitée dans notre perception du lait? Pour bien entamer nos recherches, je me suis dit qu'on devrait d'abord enquêter sur nul autre que le pire ennemi de la désinformation, et j'ai nommé l'information. Bon, c'est pas punché, mais c'est logique. Comme je veux comprendre d'où proviennent les questionnements entourant la production laitière, je me suis dit que je devrais d'abord comprendre d'où provient la production laitière. J'appelle donc à la barre Joanne Burgess, directrice du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal et professeure au département d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Alors, chers jurys, sortez papiers et crayons, car c'est l'heure du petit cours de Joanne Burgess sur l'histoire de ce produit qu'on consomme depuis la nuit des temps, le lait. Joanne, à quel moment, disons, la production laitière va prendre l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui? Les experts vont dire que l'industrie laitière devient une spécialité de l'économie agricole québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Donc, vraiment, autour des années 1880, ça va commencer à s'implanter, puis ça va devenir de plus en plus important au début du 20e siècle. Et on exporte. On a des troupeaux, on produit du lait, mais le lait sert surtout à fabriquer du beurre et du fromage qu'on exporte, surtout vers l'Angleterre. Mais quand on parle de spécialité économique agricole, ça se décline de quelle façon? D'abord, dans un premier temps, surtout par l'exportation de beurre et de fromage. On dit il y a un marché qui est en train de se développer. Il y a le marché urbain qui est en train de se développer aussi. Donc l'industrie laitière est vue comme une activité qui a beaucoup de potentiel puis de promesses pour l'agriculture québécoise. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une série d'enjeux. Et un de ceux-là, à l'époque, jadis, naguère, ce serait probablement celui de la consommation sécuritaire du lait, n'est-ce pas, Mme Burgess? J'ai l'air têteuse, hein? Trouvez-vous que j'ai l'air têteuse? Il y a des groupes de médecins qui disent, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place un système de certification du lait
où on inspecterait les troupeaux, on évaluerait la santé du troupeau, on vérifierait de manière plus fine, puis on dirait, mais finalement, de certaines fermes ou certains troupeaux produisent un lait qui atteint certaines normes et respecte certaines normes. Et là, on désignerait ce lait-là comme du lait certifié, etc. Mais toutes ces solutions-là qui sont envisagées, le problème, c'est que ça prend beaucoup de ressources pour veiller au respect des règlements. Et donc, ce qui est vu comme la solution, finalement, qui est la meilleure, c'est la pasteurisation. Je veux tout savoir sur la pasteurisation.com. La pasteurisation est un traitement thermique qui consiste à chauffer un aliment pendant un certain temps pour détruire les bactéries et pour augmenter sa durée de conservation. Wow! Fait que la pasteurisation, c'est une maudite bonne affaire. Donc, on a un marché du lait à Montréal, puis à l'échelle du Québec et même de l'Ontario aussi, où pendant un certain temps, il y a certaines entreprises laitières qui vendent du lait pasteurisé. La majorité des gens achètent du lait qui n'est pas pasteurisé. Et il y a des pressions croissantes pour que les municipalités interdisent la vente de lait qui n'est pas pasteurisé. Et ça va créer beaucoup de résistance parce qu'on va dire, mais finalement, le lait va être plus cher. Et des laitiers indépendants qui vendent le lait qui n'est pas pasteurisé, disent, mais finalement, nous, on n'a pas les moyens d'acheter l'équipement nécessaire, etc. Donc, c'est quelques trusts qui vont vendre tout le lait et ça va créer, ça va avoir des effets négatifs sur les agriculteurs parce qu'ils n'auront pas la même capacité de négocier le prix de vente de leur lait. Le lait va être vendu plus cher, etc. Donc, il y a vraiment un débat politique autour de la pasteurisation. Ah, et Joanne, dernière question. Ce débat politique que vous évoquez, est-ce qu'on peut considérer ça comme les premiers enjeux de scepticisme face au lait au Québec? Ou les premiers signes, en fait? Bon, il y a des éléments qui sont semblables dans la mesure où c'est pas toujours facile de faire comprendre à la population de l'époque quels sont les risques. Et même, et certaines personnes vont continuer à résister à la pasteurisation pour différentes raisons. Et donc, dans ce sens-là, oui, je pense à chaque époque, il y a des formes de scepticisme vis-à-vis les avancées de la science ou certaines données scientifiques. Mais c'est pas le même type de questionnement. Oh, la cloche de notre petit cours d'histoire va bientôt sonner. Joanne, un résumé, si possible, ça m'aiderait pour mes notes. L'essentiel, je dirais que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lait a une histoire riche et compliquée. Et cette histoire a varié au fil du temps. Le lait au 17e, 18e siècle, c'est pas le même lait, c'est pas la même histoire qu'au 19e, au début du 20e. Et je dirais qu'aujourd'hui, à la fin du 20e, première décennie du 21e siècle, c'est une autre étape dans l'histoire du lait et qui a une coloration particulière au Québec à cause de l'importance historique de la production laitière dans l'économie québécoise. Merci beaucoup, Joanne. J'ai tout noté. Donc, comme on vient de l'entendre, le lait fait partie de nos vies depuis fort longtemps. Ça, je le savais. J'étais bien attentive à l'école, moi. Mais de savoir qu'il passionne et surtout mobilise les Québécois depuis si longtemps, ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Mais essayons maintenant d'utiliser ce qu'on sait sur le passé pour mieux comprendre le présent. Bon, on s'entend que les inquiétudes ont bien changé. Mais on trouve tout de même assez facilement de nos jours des accusations sur le web. Ça porte même un nom, le milk bashing. Cette remise en question est-elle fondée sur de réelles informations? Tout est rapide en ligne, mais notre jugement le serait-il aussi? Faut-il maintenant vérifier si un problème est vrai avant même de chercher des solutions? Pour nous aider à démystifier tout ça, est appelé à témoigner quelqu'un pour qui la communication n'a aucun secret. Bonjour, je m'appelle Laurence Grondin-Robillard. Je suis chargée de cours en communication à l'École des médias à l'Université du Québec à Montréal et doctorante en communication à la même université. Salut Laurence! Selon toi, lorsqu'on aborde l'enjeu des fausses nouvelles, il y a 3 thèmes essentiels à bien distinguer. Puis le premier, c'est la désinformation. Mais c'est quoi au juste? Donc, la désinformation en tant que telle, c'est quand on partage une information qui est fausse, mais pour porter un préjudice ou pour nuire à quelqu'un. Donc, c'est volontaire. C'est votre petit cousin qui se met à mentir sur le fait que grand-maman n'a pas fait cuire assez longtemps sa dinde, par exemple. Il le fait volontairement parce qu'il veut nuire à grand-maman parce que lui, il aurait voulu manger des hot dogs. Ça, ce serait un exemple de désinformation où il y a un préjudice. Préjudice contre la dinde, petit maudit.
Bon, le deuxième thème, selon toi, Laurence, c'est celui de la mésinformation. Et ça, c'est... Et ça, c'est quand c'est ma tante Cécile qui ne regarde pas vraiment les nouvelles, mais qui voit des choses passer sur son mur Facebook et qui va partager n'importe quoi sans valider ses sources. Et là, elle va tomber sur une nouvelle qui est possiblement fausse, mais elle va penser que c'est vrai. Donc là, elle veut pas porter un préjudice à personne ou à autrui. Elle fait juste partager, relayer une fausse information. Donc ça fait partie des fausses nouvelles. Donc, après la désinformation, la mésinformation, il reste la malinformation. Dès que c'est... Donc, la malinformation, ça, c'est, dans le fond, quand on partage une information qui aurait dû être dans le domaine du privé, donc un courriel, par exemple, une petite déclaration d'amour là, qui était très privée, et qui, finalement, on va relayer dans le public, elle va couler l'information, mais c'est pas parce qu'elle est fausse, elle est vraie, mais elle était du domaine privé. Et Laurence, pour l'audience et moi, là, on pense qu'on sait c'est quoi un algorithme. On en entend souvent parler, mais juste pour être certaine de bien comprendre, à quoi ça sert réellement? Dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand je m'inscris sur un média social, je vais donner des informations, que ce soit mon âge, mon genre, mon nom, ma localisation, etc. Des fois, c'est des informations qui ne sont pas volontaires. Mais bref, tout ça est pris en compte et il y a un algorithme qui fait un calcul pour prédire qu'est-ce que tu vas aimer ou qu'est-ce que tu vas pas aimer. Des fois, il prédit bien, des fois, il prédit très, très mal. Pas parce que mon chum magasine des bottes de pêche que j'en veux partout dans mes suggestions pour autant. Et là, il va juste te renvoyer des choses qui vont être engageantes, qui vont attirer ton attention. Le but, c'est pas tant que tu les aimes ou que tu les aimes pas ou que tu réagisses fort, mais c'est que ça attire ton attention. Donc, si moi, un contenu sur le lait, par exemple, ça me parle, mais il va me renvoyer du contenu peut-être sur les fromages aussi. Il va peut-être m'envoyer du contenu sur les noix parce que j'ai peut-être démontré que je réagissais plus fort aux noix. J'ai peut-être des allergies aux noix. Bref, il va me retourner du contenu qui, suite à mon profilage, ils vont calculer que c'est ça qui va m'intéresser. Et si on ramène ça aux produits laitiers, disons? Si moi, je suis une personne qui adore le lait, là, je suis une fan de lait, mais je vais recevoir énormément de contenu qui va parler que de lait. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes avec qui je suis connectée sur un média social vont que parler de lait, mais c'est ça que moi, on va m'envoyer parce que c'est ça qui attire mon attention. Même chose pour quelqu'un qui est lacto-sceptique. La personne va peut-être recevoir plus de contenu qui va parler de d'autres choses, des compétiteurs du lait, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il va que recevoir ça non plus. Ça se pourrait que pour attirer l'attention de cette personne-là, elle reçoive du contenu qui est davantage sur le lait pour la faire réagir parce que peut-être que ça la fait réagir fort, ça y parle, et là, elle veut défendre son point de vue à elle. Mais malgré tout ça, il reste toujours le danger de partager des fausses nouvelles. On va tous en partager des fausses nouvelles. On ne peut pas y échapper du moment qu'on est actif sur les médias sociaux, ça va arriver. La question est de savoir avec quelle intention je le fais. Est-ce que c'est une erreur ou c'est parce que je veux vraiment nuire à quelqu'un ou à quelque chose, à une entreprise? Mais quand c'est de la mésinformation, on ne fait pas exprès. Alors, après ça, c'est d'aller valider, vérifier et de ne pas se sentir nécessairement coupable, mais au moins de rectifier le tir et de prendre conscience que ce qu'on partage, c'est peut-être pas tant que c'est vrai, puis c'est peut-être pas pour ça qu'on le partage, mais parce que ça confirme nos opinions qu'on a besoin d'entendre et on a besoin de se faire valider en général. Donc, c'est juste de faire attention à ça. Si je partage quelque chose trop rapidement, sans vérifier, peut-être que de prendre un petit 2 minutes, même si ça dit exactement ce que je pense, pour aller voir si c'est vrai ou valide. Et c'est la même chose un peu dans les chambres à écho. Quand on arrive dans un groupe qui est très fort, duquel on veut faire partie, peut-être qu'on est honoré d'en faire partie, et là, c'est sûr qu'on ne va pas aller avec des fortes revendications, sachant très bien qu'on est seul. On va avoir plutôt tendance à se conformer ou à taire un peu notre voix intérieure qui nous dirait un peu le contraire. OK. Et Laurence, disons que, par hasard, là, j'étais abonnée à un groupe de soutien de maman sur Facebook et qu'une certaine... Des fois, elle dit des choses que j'ai jamais entendues ailleurs. Et si c'est pas tout le monde qui pense comme un... ça va mal. On va biper son nom au montage, hein?
J'arrive dans un groupe de maternité en ligne, j'en fais partie, je suis fière d'en faire partie, je reçois de l'aide de d'autres personnes, peut-être des très bons conseils aussi, et je vais avoir envie de me conformer. Je ne veux pas nécessairement me mettre tout le monde à dos, donc je vais avoir tendance à taire un peu ce que je pense tout bas, justement, pour ne pas les confronter et être conforme au groupe. Mais la question ici, là, c'est est-ce que ce genre de phénomène de communication s'applique juste en ligne? Je pense que la plupart des théories en communication, elles s'appliquent du moment qu'il y a de la communication. Donc oui, ça s'applique en ligne. Si on peut avoir un échange avec quelqu'un, elle s'applique très bien. Et c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on devient un soi virtuel. Je reste moi-même parce que je suis en ligne. Un troll qui se dit que c'est un persona, hein, qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie, c'est pas vrai. T'es la même personne en ligne. C'est juste que tu as décidé de jouer tes cartes différemment un peu. Mais toutes les théories s'appliquent très bien, oui. Merci beaucoup, Laurence, pour toutes ces informations. Voilà ce qui clôture notre première séance. Maintenant qu'on en sait davantage sur l'histoire du lait au Québec et qu'on est outillé pour mieux juger les informations, aussi vraies ou fausses soient-elles, on va pouvoir aller encore plus loin dans nos recherches. Lors de notre deuxième séance, on interroge une vraie productrice pour comprendre concrètement du lait, comment ça se fait. Et je vais diriger ça vers une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Le lait de vache est-il encore le choix d'office? Même si plusieurs alternatives sont maintenant sur les tablettes. À tout de suite, chers collègues. Pour vrai, j'espère que Marc s'est pas reconnu.